L'ennui, 5e chapitre. Le lendemain matin, en repensant à la visite manquée de Cécilia, je me convainquis, ou plutôt je cherchais à me convaincre, que son absence avait été due à des motifs qui n'avaient rien à voir avec nos relations. Car si je désirais encore me défaire de Cécilia, la Cécilia dont je voulais me défaire était une Cécilia amoureuse de moi, ou que j'imaginais telle, et non une Cécilia qui ne m'aimait plus et manquait à nos rendez-vous. Et ceci, non par ce genre particulier d'amour que l'on appelle amour contrarié, lequel fait que nous aimons qui ne nous aime pas et n'aimons pas qui nous aime, mais parce que la Cécilia qui m'aimait s'était révélée ennuyeuse, c'est-à-dire irréelle, tandis que la Cécilia qui ne m'aimait pas acquérait de plus en plus à mes yeux, par le fait même qu'elle ne m'aimait pas, un semblant de réalité. Toutefois, je préférais penser que Cécilia m'aimait, et qu'en conséquence, je n'aurais pas à changer ma décision de me défaire d'elle. Car, je l'ai déjà signalé, l'idée qu'elle ne m'ennuya plus, c'est-à-dire devint réelle, m'inspirait au fond une espèce de crainte, comme en face d'une épreuve que je ne me sentais pas en mesure d'affronter. En attendant, il restait un problème, petit mais angoissant. Devais-je téléphoner le premier, ou me fallait-il attendre son coup de téléphone? Cécilia avait l'habitude de me téléphoner tous les jours, toujours à la même heure, vers les 10 heures du matin, pour me dire bonjour et confirmer le rendez-vous de l'après-midi. Je pouvais donc certainement attendre ce jour-là son coup de téléphone. Mais en même temps, je craignais qu'elle ne me donnât pas signe de vie et sortît. Dans ce cas, lorsque je me déciderais à lui téléphoner moi-même, je ne la trouverais pas, et il me faudrait rester toute la journée dans l'incertitude de sa venue. Incertitude que je savais désormais douloureuse. D'autre part, à cause de cette histoire de téléphone, je m'apercevais que les données de mon problème se répétaient identiques. Je voulais que Cécilia me téléphone la première pour pouvoir continuer à la considérer inexistante, justement parce que disponible. Si, au contraire, c'était moi qui téléphonais, il me faudrait penser à elle comme à quelque chose de réel, parce que problématique et insaisissable. À 3 heures de l'après-midi, j'étais encore plongé dans ces réflexions quand, là-bas, au fond de l'atelier, j'entendis le téléphone sonner avec insistance. Doucement, plaintivement, ironiquement, comme pour me dire que mes pensées, aussi lucides fussent-elles, ne comptaient pour rien en face de cette sonnerie. Je me levai, décrochai l'écouteur et entendis immédiatement la voix de Cécilia. « Ah, enfin, mais où étais-tu » Je répondis d'une voix très basse. « J'étais dans l'atelier, mais je ne t'avais pas entendu. » Il y eut un moment de silence, puis elle dit « Je ne t'ai pas téléphoné ce matin parce que mon téléphone était en dérangement. Mais nous nous voyons aujourd'hui à l'heure habituelle. » Je ne pus m'empêcher de m'exclamer avec quelque vivacité. « Pourquoi n'es-tu pas venu hier ?» J'attendais une réponse, sincère ou mensongère, mais en tout cas précise. Au contraire, ce furent ces paroles déconcertantes qui me parvinrent. « Parce que je n'ai pas pu. » « Et pourquoi n'as-tu pas pu ?»« Parce que j'ai eu affaire. »« Très bien, dis-je rageusement, reconnaissant dans ses réponses la capacité caractéristique de Cécilia d'éviter à la fois de mentir et de dire la vérité. « Très bien. Bon, alors à bientôt. »« Oui, à bientôt, ciao. » Je m'aperçus tout de suite que le fait qu'elle m'avait téléphoné la première ne m'apportait pas le soulagement que j'avais espéré. Oui, elle avait téléphoné la première, mais, par ses réticences, elle avait su rester fuyante et mystérieuse, ni plus ni moins que si elle ne m'avait pas donné signe de vie. Le geste de me téléphoner, qui aurait dû signifier disponibilité, dépendance et par conséquent annulation, ne signifiait rien en réalité. Et je devais toujours rompre avec elle comme j'avais décidé de le faire. En attendant, il fallait vivre, c'est-à-dire passer les 2 heures qui me séparaient encore du moment où Cécilia apparaîtrait dans l'atelier. Pour donner une idée de mon impatience, je dirais que, ne sachant que faire, il me vint jusqu'à l'idée de peindre, après plus de 2 mois d'interruption de ma peinture. Je me dis qu'au moins, si je parvenais à couvrir de quelque façon cette toile qui campait encore sur le chevalet, j'aurais une raison de plus de me séparer de Cécilia.
Je savais, en effet, que seule la peinture pourrait combler dans ma vie le vide qui laisserait la fin de notre liaison. Mais il me suffit de regarder la toile, là, sur le chevalet, pour comprendre que je n'étais pas capable de peindre, pas plus que de lever la main pour y tracer n'importe quel signe. En réalité, je n'avais en ce moment qu'un seul rapport, d'ailleurs problématique, avec un objet quelconque, et c'était mon rapport avec Cécilia, que je m'apprêtais du reste à briser. Mais que diable aurais-je pu peindre sur cette toile que, le jour de ma première rencontre avec Cécilia, j'avais signée comme pour souligner que j'en avais fini avec la peinture. Pour me consoler, je relus un texte de Kandinsky, justement sur la toile vide. La toile vide, apparemment vraiment vide, silencieuse, indifférente, presque stupéfaite. Effectivement, pleine de tension, avec 1000 voix basses, lourdes d'attente. Un peu épouvantée parce qu'elle peut être violentée, mais docile. Elle fait volontiers ce qui lui est demandé, et implore seulement la pitié. Elle peut tout porter, mais non tout supporter. Merveilleuse est la toile vide, plus belle que bien des tableaux, etc. Tout à coup, je lançai mon livre par terre avec violence et sortis presque en courant de mon atelier. Je savais où je dirigeais mes pas, non guidé par mon esprit, mais par un flair très comparable à celui d'un chien de chasse qui suit une odeur dans un bois ou une lande. C'est ainsi que, lâchant la Via Margutta, je passai via del Babuino et m'acheminai en direction de la place d'Espagne, marchant rapidement le long des magasins, parmi les gens qui me bousculaient, comme si j'avais craint d'arriver en retard à un rendez-vous. Je parcourus 100 mètres, peut-être, et puis, devant moi, je vis Cécilia. Elle aussi marchait plutôt vite, comme une femme qui sait où elle va et a hâte d'arriver. Après avoir pensé un instant à la rejoindre, je ralentis le pas et la suivis. Je venais de m'apercevoir brusquement que jamais elle ne m'était apparue aussi réelle que maintenant, où j'avais l'intention de me séparer d'elle. Je voulais jouir de cette réalité et en même temps comprendre pourquoi elle se révélait maintenant précisément. Je la regardai donc avec attention, et j'eus l'impression de la voir pour la première fois de ma vie, dans un air aussi neuf que celui du premier jour de la création. Par je ne sais quel miracle, les particularités de sa personne paraissaient plus visibles que d'ordinaire. Visibles, pour ainsi dire, en elle-même, c'est-à-dire visibles de toute façon, même si je ne les avais pas regardées ni observées. La masse brune, ondulée et légère de ses cheveux, plus semblable à la toison embrouillée et sauvage d'un pubis qu'à une chevelure peignée. Les mouvements de son cou, que l'on n'apercevait pas puisqu'il était caché, mais qu'on devinait à la fois flexible et gracieux. La souplesse du long tricot vert, souple et duveteux autour de son buste, que je savais nu, avec sa poitrine pleine et tendue dont les pointes délicates étaient exposées au frottement de la laine rude. La jupe noire, courte et étroite, dans laquelle à chaque pas se dessinait, avec une évidence mouvante et balancée, la rotondité des hanches. Son corps entier, en somme, paraissait attirer, pour ainsi dire engloutir mes regards avec la même avidité qu'une terre aride absorbe la pluie. Mais, outre ces apparences, qui cependant me sautaient aux yeux, je m'aperçus que pour la première fois j'étais à même de percevoir une réalité, une réalité de second ordre, c'est-à-dire quelque chose qui donnait une âme à ces formes, déjà par elles-mêmes si vivantes et pleines de relief. Je compris enfin ce qu'était cette réalité. Dans toutes les parties de ce corps en mouvement, il y avait comme une force inconsciente et involontaire qui paraissait pousser Cécilia, comme si elle était une somnambule aux yeux clos et à l'esprit obscurci. Cette force l'arrachait à moi et en conséquence me la rendait réelle. Arrivé place d'Espagne, Cécilia se dirigea avec décision vers l'escalier. Je m'arrêtai un instant, et mes yeux, allant d'elle à l'endroit vers lequel elle paraissait se diriger, rencontrèrent la silhouette d'un homme qui, en effet, semblait attendre quelqu'un, debout, près du parasol d'une fleuriste. C'était un homme jeune, grand, à l'aspect vigoureux. Je remarquai aussitôt en lui deux détails, des épaules très larges qui faisaient penser à une complexion athlétique,
et des cheveux d'un blond faux, doré, qui paraissait oxygéné. Cependant, Cécilia avait traversé, tête baissée, les pavés de la place d'Espagne et se rapprochait peu à peu de lui, sans hâter le pas, mais avec un mouvement des hanches plein d'un élan irrésistible et provoquant. Elle le rejoignit, s'arrêta, et je crus voir qu'il se serrait la main. Alors rapidement, je traversai à mon tour. Maintenant, ils conversaient tous deux. Cécilia, sur la première marche de l'escalier, paraissait assise plus bas que lui. En un rien de temps, je fus près d'eux. Je m'aperçus que Cécilia ne m'avait pas vu, et je m'avançai presque à un pas d'elle, mais me rendis compte qu'elle continuait à ne pas me voir. Je montai la marche, tournai autour d'elle, presque à l'effleurer cette fois. Elle parlait et riait gaiement avec l'homme aux cheveux oxygénés. Tout à coup, ses grands yeux sombres s'arrêtèrent sur moi, mais cette fois encore, pour impossible que cela me parût, je dus constater qu'elle ne me voyait pas. Je m'aperçus que j'enregistrais ces choses sans penser à rien, et compris que je ne pensais à rien parce que je souffrais. J'allais enfin me cacher derrière le parasol de la fleuriste à quelques pas de là. Maintenant, le jeune homme aux cheveux oxygénés avait pris Cécilia sous le bras, avec une tendresse éloquente, et la poussé doucement vers le parasol derrière lequel j'étais caché. Ils s'arrêtèrent. Sans quitter le bras de Cécilia, le jeune homme choisit dans un petit pot un bouquet de violettes et le lui tendit. Cécilia porta le bouquet à ses narines, le jeune homme paya le fleuriste, et tous deux, se tenant par le bras, montèrent l'escalier vers la Trinité des Monts. Pour la première fois, je vis que le jeune homme portait un petit paletot vert. Jusqu'alors, je ne l'avais pas vu. Après qu'ils eurent disparu, je restai un moment où j'étais, parcourant l'escalier du regard. J'éprouvai une douleur aiguë, qui ne me laissait pas de répit, et en même temps une fureur impuissante de me sentir éprouver cette douleur. Je comprenais en effet que, tant que je souffrais ainsi, je ne pourrais me séparer de Cécilia, comme je le désirais encore pourtant. Et je comprenais aussi qu'avec Cécilia, je ne pouvais que m'ennuyer ou souffrir. Jusqu'ici, je m'étais ennuyé, et c'est pourquoi j'avais désiré la quitter. Maintenant, je souffrais, et sentais que je ne pourrais me séparer d'elle tant que je ne me serais pas ennuyé de nouveau. Ces réflexions et d'autres semblables avaient dû être très profondes et absorbantes, car, avec stupeur, je me retrouvais inopinément dans mon atelier, sans en avoir conscience, enfoui dans mes pensées comme dans un brouillard. J'étais revenu via Margouta, était rentré et m'étais jeté sur le divan. Sur la table centrale, le réveil marquait 4h30. Il ne restait qu'une demi-heure avant l'arrivée de Cécilia. Mais je n'avais vraiment plus rien à faire, sinon à l'attendre. Et cette demi-heure me parut soudain interminable à passer, comme si le temps s'était arrêté et attendit que je le pousse pour reprendre sa course. En réalité, c'était moi qui m'étais immobilisé devant une pensée immuable, malgré tous mes efforts. Ce qui m'enrageait le plus, c'était que, bien que n'aimant pas Cécilia, les circonstances me contraignaient, pour ainsi dire, à éprouver les sentiments propres à l'amour et à me comporter comme un amoureux. J'aurais voulu me libérer de ces circonstances comme un bœuf voudrait se délivrer du joug qui pèse à son cou. Mais à chaque mouvement, je sentais qu'il m'opprimait de plus en plus et m'obligeait à me conduire comme un amoureux, cependant convaincu de ne pas l'être. Je me disais par exemple, Cécilia et son ami sont maintenant dans quelques coins écartés de la Villa Borghese, et Cécilia fait avec lui ce qu'elle a fait tant de fois avec moi. Elle l'embrasse maladroitement et froidement, avec ses lèvres puériles, et en même temps elle lui assène au ventre son habituel coup dur et impératif du pubis. Mais aussitôt après je pensais, pourquoi penser à tout cela et pourquoi en souffrir? Évidemment parce que je viens de les voir ensemble, et par ce seul fait de les avoir vus ensemble, je suis contraint malgré moi à être jaloux d'elle et à souffrir. Je réfléchissais la tête basse, les yeux fixés au sol. À la fin, je jetai un coup d'œil au réveil et m'aperçus que l'arrivée de Cécilia était désormais imminente. Alors, me levant du divan et étirant mes membres endoloris, je pensais qu'après tout, je n'étais pas tellement sûr de la trahison.
Qu'avais-je vu, au fond? Un innocent rendez-vous, en un lieu qui n'a rien de secret. Le don galant, mais peu significatif d'un bouquet de violettes. Une promenade au Pincio. De telles choses se passent à toute heure, tous les jours, sans que pour cela ceux qui les font soient liés par des rapports amoureux. Il y avait, il est vrai, le fait du rendez-vous manqué, la veille. Mais je devais me méfier de cette disposition mentale qui tente à établir des relations arbitraires entre choses lointaines et différentes. Cécilia n'était pas venue la veille au rendez-vous. C'était un fait. Je l'avais vue dans l'après-midi avec un jeune homme aux cheveux oxygénés, c'était un autre fait. Mais il n'était pas dit que ces deux faits fussent reliés, et surtout qu'ils le fussent par le lien de la trahison. Chose curieuse à dire, j'avais à peine formulé ces pensées que la figure de Cécilia, laquelle, tant que je l'avais soupçonnée de trahison, avait paru à mes yeux vivante et réelle bien que mystérieuse, et même parce que mystérieuse, redevenait, maintenant que je mettais en doute cette trahison, irréelle et ennuyeuse, comme dans les jours passés. Et comme durant les jours passés je sentais que je devais rompre avec elle à tout prix, ma décision, se trouvant confirmée par le souvenir de la cruauté à laquelle, au cours d'une de nos dernières rencontres, j'avais eu recours afin de ne pas tomber dans l'ennui. Cécilia fut ponctuelle. À 5 heures, j'entendis la sonnerie bien connue, si brève et réticente, et en même temps si intime. En allant lui ouvrir, je pensai « Dès que je vais la voir, je vais lui dire que je pars pour la montagne, de sorte que, même si je devais le regretter par la suite, j'aurais créé un fait accompli, que je pourrais difficilement annuler ensuite. » Je prévoyais qu'à son habitude, Cécilia me jetterait en entrant ses bras autour du cou, par son geste coutumier, machinalement passionné. Mais, cette fois, je lui saisirai les mains et dénouerai l'étreinte en lui disant « Avant tout, il faut que je te parle. » Il arriva, au contraire, ce que je n'avais pas prévu, et qu'au fond, j'aurais dû prévoir. Une fois que j'eus ouvert la porte, Cécilia ne se jeta pas à mon cou. Elle avança, en faisant un geste, pour m'écarter, et dit « Avant tout, il faut que je te dise une chose. » Je ne pus m'empêcher de penser que ces paroles étaient à peu près celles que j'avais eu l'idée de lui dire. Et tout de suite, me vint à l'esprit que Cécilia voulait m'annoncer une décision semblable à la mienne, c'est-à-dire qu'elle voulait me quitter. Cependant, elle était allée s'asseoir sur le divan. Je la rejoignis, m'assis à côté d'elle et lui dis d'une voix forte et irritée « Non, avant tout, il faut me donner un baiser. » Obéissante, elle se pencha et me décocha un rapide baiser sur la joue. Puis, se reculant. « Ce que j'ai à te dire, c'est que, dorénavant, nous ne pourrons plus nous voir tous les jours, mais seulement 2 fois par semaine. »« Et pourquoi ?»« Calme-toi, ne te fâche pas, dit-elle avant de me répondre. Effectivement, j'avais parlé fort, d'un ton âpre, mais je me fâchais pour de bon en me l'entendant dire. Je suis calme et ne suis pas en colère, je voudrais seulement savoir la raison de tout ceci. Et on commence à maugréer chez moi, parce que je viens de voir tous les jours. Mais tu ne leur as pas dit que tu prenais des leçons de dessin. Oui, mais 2 fois par semaine. Pour les autres jours, il me faut toujours inventer quelque excuse, et maintenant, ils ont compris. Ce n'est pas vrai, tes parents ne maugraient pas. Ils ne protestaient pas, par exemple, quand tu voyais tous les jours Balestieri. Une Balestieri avait 65 ans, non pas 35 comme toi. Ils ne se méfiaient pas de lui. Et puis ils le connaissaient. Bon, eh bien, présente-moi à tes parents. Je te présenterai. Mais en attendant, nous ne devons nous voir que 2 fois par semaine. Nous restâmes un moment silencieux. Je découvrais maintenant que non seulement je ne voulais plus rompre avec Cécilia, mais que je ne supporterais pas de ne plus la voir que 2 jours sur 7. Puis, tout à coup, je compris. J'étais encore disposé à espacer nos rendez-vous, mais il me fallait être mathématiquement certain qu'elle ne me mentait pas et que ses parents avaient vraiment protesté. N'en étant pas certain, la pensée qu'elle me mentait m'inspirait un sentiment d'angoisse, comme si elle m'avait échappé au moment même où, grâce à ce mensonge, elle devenait à mes yeux réelle et désirable.
Je lui saisis la main. Dis la vérité, tu ne veux plus me voir. Elle répondit vivement. Mais cela n'a rien à faire avec ce que je te demande. Je t'ai dit que dorénavant nous devrons nous voir 2 fois par semaine seulement, mais voilà tout. Je m'aperçus que sa voix était parfaitement neutre, à égale distance entre la vérité et le mensonge. C'était une observation que j'avais déjà faite plusieurs fois, mais uniquement pour noter une particularité de Cécilia, sans y ajouter de signification. En somme, elle ne paraissait toujours dire que les choses qu'elle disait, ni plus ni moins. Je veux dire, sans la moindre participation sentimentale. Laquelle, je le savais, existe dans le rapport sexuel, et seulement dans celui-là. Mais je devais absolument savoir si elle me mentait, car je désirais encore me séparer d'elle, et le mensonge m'en empêchait. J'insistais. En réalité, tu veux que nous nous quittions, mais tu n'as pas le courage de me le dire. Aussi tu cherches à me préparer. Aujourd'hui, tu dis 2 fois par semaine, et demain ce sera 2 fois par mois, et finalement, tu diras la vérité. Mais quelle vérité? J'avais sur le bout de la langue de dire que tu as un autre homme, mais je me retins. Le lien entre sa décision d'espacer ses visites et sa rencontre de la place d'Espagne était trop visible, et l'accepter m'humiliait. Je dis brusquement. Bon, qu'il en soit fait comme tu veux. Nous nous verrons à partir de maintenant que 2 fois par semaine, en changeant de conversation. Mais qu'as-tu? Pourquoi as-tu l'air si sombre? Changeons de conversation. Sais-tu qu'aujourd'hui, je t'ai passé sous le nez et que tu ne m'as pas vu? Où? Place d'Espagne, au pied de l'escalier. À quelle heure? Oh, ce devait être 4 heures. Je la regardais avec attention. Son visage conservait son expression incertaine et enfantine, elle ne tressaillit même pas. Ah oui, j'étais avec un acteur qui s'appelle Luciani. La voix, elle non plus, ne révélait rien de particulier. Inexpressive, neutre, au-delà de l'innocence et de la faute. Je demandai au hasard. Pourquoi se fait-il oxygéner les cheveux? Parce qu'il lui a fallu jouer un rôle d'homme blond. Vous paraissiez très intime, à en juger tout au moins par votre façon de marcher. Elle s'informa avec une curiosité non feinte. Quelle façon? Je sentis que les mots ne suffiraient pas à dépeindre la tendresse avec laquelle l'acteur l'avait prise par le bras. Lève-toi. Et pourquoi? Lève-toi. Elle obéit. Alors je la pris sous le bras et l'obligeai à marcher un peu à travers l'atelier, exactement comme je l'avais vu faire avec l'acteur. Voilà, dis-je enfin en lui lâchant le bras, comme ça. Elle revint s'asseoir sur le divan et me regarda un moment. Puis elle dit « Oui, il fait toujours comme ça ». Une phrase qui, pensais-je, ne signifiait en rien qu'il y ait de l'amour entre elle et l'acteur. Je demandai « Tu le connais depuis longtemps, ce Luciani ?»« Depuis 2 mois. »« Et le vois-tu souvent ?»« De temps en temps. » Je la vis se lever et commencer à enlever son tricot par la tête. « Mais, demandai-je, aujourd'hui tu avais rendez-vous avec lui ?»« Oui, il voudrait que je fasse du cinéma. Nous devions justement parler de cette question. » Je la regardai de bas en haut. Elle avait tiré son tricot sur sa tête, montrant ses aisselles blanches avec de rares poils longs, souples et bruns. Mais sa poitrine n'était pas encore libérée. On ne voyait que son buste maigre d'adolescente. Enfin, d'un mouvement brusque, elle réussit à se délivrer et ses seins jaillirent au dehors. D'un coup, son buste devint celui d'une femme, tout en conservant quelque chose de fragile et de prématuré. Il me vint à l'esprit qu'elle se déshabillait pour interrompre un interrogatoire gênant. Je demandai. « Alors tu vas faire du cinéma ?»« Je ne sais pas encore. »« Et ensuite, où êtes-vous allé ?»« Au Pinchot, prendre un café. » Elle était maintenant assise de nouveau sur le divan, nue jusqu'à la ceinture, et avec soin elle retournait les manches de son tricot. Je dis. « Je vous ai vu, en effet, monter vers la Trinité des Monts. Mais cet acteur n'habite pas via Sistina ?»« Non, il habite au Parioli, via Archimède. » Et après le café, qu'avez-vous fait? Et nous nous sommes promenés dans les allées de la Villa Borghese jusqu'à l'heure où je l'ai quitté pour venir chez toi. Je m'aperçus que je la regardais avec désir, et je compris que je la désirais non parce qu'elle était nue, mais parce qu'elle me mentait. Elle parut remarquer mon regard et ajouta avec simplicité. « Eh bien, veux-tu que nous fassions l'amour ?»
La pensée qu'elle me proposait de faire l'amour pour me cacher qu'elle me mentait me mit soudain hors de moi. J'étais sûr que seul un amant pouvait serrer les bras d'une femme comme j'avais vu Luciano serrer le sien. Mais cette fois encore, j'évitai de prononcer le nom de l'acteur. Je hurlai. « Non, je ne veux pas faire l'amour, je veux savoir la vérité. » Mais quelle vérité? La vérité, quelle qu'elle soit. Alors, je ne te comprends pas. Hier, tu n'es pas venu à notre rendez-vous sans même m'avertir que tu ne pouvais venir. Aujourd'hui, tu veux espacer tes visites. Je veux savoir la vérité, je veux savoir ce qu'il y a derrière tout ceci. Mais je te l'ai déjà dit, mes parents ne sont pas contents. Je sentis de nouveau que j'avais sur le bout de la langue de dire « Ce n'est pas vrai, la vérité est que tu fais l'amour avec Luciani. » Mais je compris en même temps qu'à aucun prix, je ne pourrais le dire. Je restai donc silencieux et sombre, les yeux baissés. Puis je sentis sa main sur ma joue. « Cela te fâche beaucoup de ne plus me voir tous les jours. » « Et oui. Eh bien, que ce soit comme si je n'avais rien dit, nous continuerons comme par le passé. Seulement, il faudra que nous fassions plus attention. Suivant les jours, nous nous verrons à des heures différentes. D'ailleurs, je te téléphonerai le matin pour te dire chaque fois l'heure à laquelle nous pourrons nous voir. Tu es content maintenant. » Ainsi, de façon subite et mystérieuse, Cécilia renonçait à espacer ses visites. Je fus si surpris que je n'eus même pas une pensée malveillante. La chose était claire. Malgré ses précoces expériences, Cécilia était une fille très jeune qui avait peur de ses parents. Cette peur lui avait suggéré de rendre nos rencontres moins fréquentes. Mais, en face de ma tristesse et de mes soupçons, elle changeait de nouveau de décision pour me contenter. Ainsi, elle ne me trompait et ne me mentait pas. Elle n'était qu'une fille simple et sans mystère, partagée entre la crainte de ses parents et son attachement pour son amant. Il me parut étrange de n'y avoir pas pensé plus tôt. Et tout aussitôt, la façon dont l'acteur l'avait prise sous le bras devint un détail sans importance. Peut-être le faisait-il avec toutes les femmes, quels que fussent ses rapports avec elles. Ces réflexions durèrent l'espace d'une seconde. Puis, je m'aperçus d'un fait nouveau. Non seulement je n'étais pas satisfait que Cécilia ait renoncé à espacer ses visites, mais déjà, tel un tout petit nuage, résolument sombre pourtant dans un ciel dégagé, je voyais l'ennui poindre à notre horizon. Merci. Si tu veux, nous pourrions peut-être nous voir, que sais-je moi, 4 fois par semaine au lieu de 7. Non, tant pis, je trouverai quelques prétextes. Elle était revenue vers la chaise sur laquelle elle avait déposé son tricot et recommençait à se déshabiller. Je la vis porter ses 2 mains à la fermeture éclair de sa jupe, sur le côté, et la baisser. Je me demandais alors si les gestes vifs et gracieux que provoquait la chute successive de ses vêtements et le dévoilement progressif de son corps m'apparaissaient, maintenant que j'étais sûr qu'elle ne me trompait pas, aussi ennuyeux et absurde que dans le passé. Et au bout d'un moment d'attention, je dus convenir qu'il en était bien ainsi. En effet, comme par un miracle à l'envers, c'est-à-dire un miracle qui, au lieu d'apporter à la réalité quelque chose de magique, l'en dépouille. Cécilia, qui m'avait semblé si désirable, tant que je l'avais suspectée de trahison, était redevenue, maintenant que j'étais convaincu du contraire, un objet insignifiant. Présent peut-être à la perception la plus superficielle de mes sens, mais non, pour autant véritablement réelle. Je pensais qu'elle était toute là, dans ce geste d'abaisser sa fermeture éclair, sans à côté d'autonomie et de mystère, toute là, et de ce fait inexistante. Possédée d'avance, avant même que le rapport sexuel donne une confirmation superflue à cette possession mentale. Possédée et par conséquent ennuyeuse. Je me rappelle que tout en me livrant à ses pensées, je me déshabillais à mon tour, et que je ne pus m'empêcher de jeter un regard sur mon sexe, craignant presque qu'il ne soit en état d'érection, ainsi que j'aurais pu le craindre à en juger par mes réflexions. Mais il l'était. Et jamais je n'ai admiré comme à ce moment la force de la nature qui, pour ainsi dire, me faisait désirer sans vrai désir. Maintenant j'étais nu, je m'allongeais sur le divan, un peu comme un malade s'étend sur la couchette du médecin, avec le même sentiment de me soumettre à une épreuve désagréable et de toute façon bien éloignée de l'amour. Alors eut lieu un fait imprévu. Cécilia,
qui elle aussi avait fini de se déshabiller, alla comme d'habitude, sur la pointe des pieds, tirer les rideaux de la fenêtre, puis, du même geste joyeux qu'on a en courant vers la mer après s'être libéré de tout, elle courut vers le divan et se jeta sur moi, lourdement et violemment, avec un cri de triomphe inarticulé. Puis, elle se mit à califourchon sur moi, qui gisait sur le dos, et pesant de ses 2 mains sur mes épaules, elle s'écria « Dis la vérité. Avoue qu'il y a un moment, tu as cru que je te trompais avec Luciani. » Je regardai son visage excité, rouge de plaisir entre ses cheveux légers et ondulés, qui ne m'avaient jamais semblé si plein de vie, et brusquement, je fus sûr du contraire de ce que j'avais pensé jusqu'alors. Oui, Cécilia m'avait menti, oui. Cécilia m'avait trompé avec l'acteur. La preuve, s'il en était une, c'était sa voix triomphante, semblable dans son irrésistible ingénuité à celle d'un enfant, qui après avoir joué un bon tour à un camarade lui crie « Dis la vérité, tu es bien tombé dans le panneau. » En même temps, je la vis de nouveau plus réelle que jamais et par conséquent désirable, avec sa poitrine de femme brune et pleine, attachée à son buste maigre et blanc d'adolescente, avec sa taille fine et ses fortes hanches fermes. Et je pensais que si elle m'apparaissait réelle et désirable, c'est qu'elle m'échappait par le mensonge et la trahison. À cette pensée, je fus envahi d'une fureur anxieuse et vindicative. Je la saisis par les cheveux avec tant de force que je l'entendis gémir. Je la désarçonnai et me jetai sur elle. D'ordinaire, la possession physique n'était que la répétition d'une possession mentale précédente, c'est-à-dire qu'elle confirmait l'ennui qui me rendait Cécilia irréelle et absurde. Mais cette fois, je sentis immédiatement que la possession paraissait confirmer au contraire mon incapacité de la posséder véritablement. J'avais beau la malmener, l'étreindre, la mordre et la pénétrer, je ne possédais pas Cécilia, et elle était ailleurs, qui sait où. Je finis par retomber, exténué, mais encore plein de rage, sortant de son sexe comme d'une blessure inutile, et il me sembla que Cécilia, étendue à côté de moi, les yeux clos, avait sur son visage, jusque dans l'expression paisible, qui suit la satisfaction de l'appétit charnel, un air ironique. L'air même, pensais-je, de cette réalité qui me fuyait et s'évanouissait au moment même où j'avais l'illusion de m'en rendre maître. Je la regardai intensément. Elle dut sentir mon regard car elle ouvrit les yeux et me regarda à son tour. Puis elle dit « Ça a été très beau aujourd'hui, tu sais. » N'est-ce pas toujours aussi beau et de la même manière? Oh non, c'est toujours différent. Il y a des jours où c'est moins bien. Aujourd'hui, ça a été très beau. Et pourquoi? Ce sont des choses qui ne s'expliquent pas. Mais une femme sent quand c'est très bien, ou que ça ne l'est pas. Sais-tu combien de fois j'ai joui? Oui, combien? Elle leva 3 doigts de la main. 3, dit-elle. Puis elle referma les yeux en se serrant légèrement contre moi. Et dans ce geste apparut de nouveau sur son visage, aux paupières baissées, l'expression ironique que j'avais déjà remarquée. Il était donc possible, pensais-je, que je l'eusse possédé vraiment, possédé à fond, sans aucune restriction d'autonomie et de mystère. Mais je ne pouvais en avoir conscience ni de ce fait en jouir. Il me semblait que seul celui qui est possédé peut avoir conscience de la possession, non celui qui possède. De nouveau et plus fort que jamais, me revint le sentiment d'incapacité de la possession, malgré la plénitude du rapport physique. J'aurais voulu demander « Était-ce plus beau avec moi ou avec Luciani ?» Mais encore une fois, je me sentis incapable de prononcer le nom de l'acteur. Je demandai au contraire sans même savoir pourquoi. « Est-il vrai que Balestrieri est mort dans tes bras pendant que vous faisiez l'amour ?» Je vis que, sans ouvrir les yeux, son visage se crispait fugitivement, comme si un moucheron l'avait effleuré dans son vol. Puis elle murmura « Pourquoi veux-tu le savoir ?» Elle gardait les yeux fermés. J'avais l'impression d'interroger une somnambule. « Pas tout à fait, répondit-elle. Il s'est senti mal pendant que nous faisions l'amour, mais il est mort plus tard, quand nous ne le faisions plus. » Tu ne dis pas la vérité. Et pourquoi ne la dirais-je pas? J'ai eu une telle peur. Je l'ai cru vraiment mort. Mais il s'est ranimé, heureusement, et j'ai pu le faire arriver jusqu'à son lit. Mais alors vous n'étiez pas sur le lit? Non. Mais où étiez-vous? Tu veux en savoir des choses. Où étiez-vous?
sur l'escalier. Sur l'escalier, où il avait envie de faire l'amour à tout moment, pour ainsi dire. Nous l'avions déjà fait une première fois dans sa petite chambre, au second étage, et nous descendions à l'atelier parce qu'il voulait peindre. Je descendais devant lui, tout à coup, il lui prit envie de faire l'amour, et il le fit, là, sur les marches. Mais figure-toi, quoi? Après qu'il se fût trouvé mal et que je l'eus aidé à remonter dans sa chambre et à s'étendre sur le lit, il resta un moment, les yeux fermés, immobile. Puis, voilà que tout doucement, il reprit des forces, et imagine-toi qu'il voulait recommencer à faire l'amour, une troisième fois. Et c'est moi qui n'ai pas voulu. Il avait déjà une figure de mort et il me faisait peur. Il y a renoncé, mais de force, en se mettant en colère. Et quelquefois, je pense qu'il est mort quelquefois, je pense qu'il est mort justement parce qu'il s'est mis en colère. Ainsi, pensais-je, Balestieri avait vraiment voulu se tuer. Il me semblait les voir, ces deux êtres qui se séparaient au plus beau moment de l'amour. Et le vieux peintre qui, agrippé des deux mains à la rampe, se hissait péniblement, marche après marche, jusqu'à la galerie, pour aller se jeter sur son lit. Et puis, cette espèce de cadavre qui s'asseyait tout à coup et tendait les bras vers Cécilia. Je demandai alors, suivant le cours de mes réflexions. « Dis, tu le trompais, Balestieri ?» Je la revis faire une grimace d'agacement, comme si un moucheron l'importunait. Et je compris qu'en réalité, je lui avais demandé « Me trompes-tu » En effet, elle parut, elle aussi, saisir le véritable sens de ma question, car elle se borna à murmurer « Et voilà que tu recommences. » J'insistai. « Dis-moi, je t'en prie, tu le trompais ?» Elle répondit enfin. « Pourquoi veux-tu le savoir ?»« Oui, je le trompais de temps en temps. Il était si ennuyeux. » « Mais c'est-à-dire ennuyeux. Ainsi Cécilia me trompait, et elle me trompait parce que j'étais ennuyeux, c'est-à-dire précisément inexistant, comme elle l'était pour moi. Mais entre nous, il y avait cette différence, c'est que moi, je savais ce qu'était l'ennui, en ayant souffert toute ma vie, tandis que pour elle, l'ennui n'était qu'une impulsion obscure à porter ailleurs le mouvement provoquant et irrésistible de ses flancs rétifs. Je la regardai de nouveau. Elle était étendue sur le dos, les jambes écartées, telle que l'avait laissée la dernière étreinte, sans pudeur, mais apparemment confiante que je considérais son abandon comme une marque de naturel et d'intimité. Alors, en la contemplant, je ne pus m'empêcher d'avoir cette mâle illusion qui voit dans la possession physique la seule possession réelle. Oui, pensai-je, Cécilia m'échappait, elle se dérobait à moi. Mais, qui sait, si je la prenais de nouveau, peut-être parviendrais-je, cette fois, à supprimer cette sensation de ne l'avoir pas possédée, à la posséder vraiment, définitivement. Je me relevai et me penchant sur elle, j'effleurai ses lèvres d'un baiser. Sans ouvrir les yeux, elle prononça « Je crois qu'il va falloir m'en aller. »« Attends. » C'est ainsi que je la repris sans qu'elle eût ouvert les yeux, bien que son corps me fît comprendre qu'il accueillait et facilitait l'étreinte avec son habituelle avidité. Il fallait encore une dernière démonstration du fait qu'elle était ailleurs, et que ce dont je m'emparais n'avait aucune valeur pour elle et par conséquent pour moi. Mais cette fois, aussitôt après l'amour, Cécilia ouvrit les yeux et déclara « Oh, maintenant, il faut vraiment que je m'en aille. » Elle se leva, courut à la salle de bain et disparut. Demeuré seul, je tombai en une sorte de réflexion vide. Je réfléchissais dans le sens que l'on donne littéralement à ce mot, c'est-à-dire que je me contemplais moi-même dans le miroir obscur de ma conscience, étendu, nu et inerte sur le divan dans le studio, avec le chevalet et sa toile blanche près de la fenêtre, et toutes les choses que contenait la pièce. Puis une pensée précise s'insinua dans ce monde objectif et mort. C'était qu'après notre seconde étreinte, Cécilia était restée plus fuyante que jamais, donc réelle, de telle sorte que si, par un miracle de la nature, j'étais capable de la prendre, non pas 2 fois de suite, mais 200 fois, je me trouverais à la fin aussi insatisfait que la première fois. En somme, je la possédais d'autant moins
que je la prenais plus souvent parce que, en la prenant, je gaspillais l'énergie dont j'aurais eu besoin pour la posséder véritablement, d'une manière que pourtant je ne parvenais pas à m'imaginer, pour le moment du moins. À ce moment, j'entendis Cécilia ouvrir la porte de la salle de bain. Alors, me soulevant sur les coudes, je lui dis « Regarde dans l'armoire, il y a un cadeau pour toi. » Elle s'écria « Pour moi », sans que son accent manifestât surprise ou même contentement. Puis, elle dut ouvrir l'armoire, prendre le sac, le sortir du papier qui l'enveloppait, le regarder, mais je ne vis rien, étant couché sur le dos, les yeux au plafond. Mais un instant après, je sentis ses lèvres effleurer les miennes dans un de ces baisers secs et enfantins, et sa voix murmura « Merci ». Plus tard, je me redressai sur mes coudes. Cécilia, maintenant habillée, était debout près de la table, et transférait soigneusement ses divers objets personnels de son vieux sac dans le nouveau. Je me laissai retomber sur le dos. Fin du 5e chapitre.